Bonjour à tous. Alors, après Bonjour vous à avoir tous. fait Bonjour savourer cette petite balade dans le jardin de Sébastien Heim, enfin pour ceux qui, en tout cas, qui ont vu ce jardin qui est absolument magnifique. Nous, on a des insectes plein les yeux, on a des plantes plein les yeux, on a des couleurs plein les yeux. Et si vous avez loupé ce reportage, vraiment, retournez-y. Vous avez des liens quelque part. Oui, on va afficher le lien quelque part. Voilà, par là, je crois. Donc franchement, ne manquez pas ce reportage parce qu'il est absolument magnifique. Et là, on va rester en fait dans la biodiversité grâce justement à Indiana Jones. On vous en a parlé à la fin du reportage. En fait, moi, je le vois plutôt comme Crocodile Dundee parce qu'en fait, c'est un des grands spécialistes international du crocodile. Mais en fait, il œuvre depuis plus de 15 ans dans la forêt de Wuiman. Il a créé la forêt de Wuiman à Madagascar. Et ça, là, on va vous emmener. Mais avant, on va aller faire un petit crochet à Paris. Et Nathalie va peut-être nous en parler parce qu'elle a déjà échangé avec lui. Elle connaît en secret, en fait, Crocodile Dundee. Et qui est Crocodile Dundee? Crocodile Dundee, c'est Olivier Bérat. Olivier Bérat, que j'ai effectivement eu l'occasion d'abord de découvrir par le biais d'un reportage à la télé sur TF1 à l'époque. Il m'avait déjà absolument fasciné. C'est le fondateur d'une ONG qui s'appelle L'Homme et l'Environnement. Et il a créé une réserve de forêt, une grande forêt. Donc c'est une réserve expérimentale où il met en place la protection des plantes, la protection des arbres et la protection des animaux. C'est un homme passionnant, aussi passionnant que Sébastien, parce qu'énormément investi. Donc comme disait Bruno, ça fait 15 ans qu'il est sur ce projet-là, et il y va corps et âme. Il fait l'association, il crée la synergie entre la nature, les hommes et les animaux. Et je trouve ça magnifique, puisque c'est un des pionniers, on peut le dire ça comme ça, du développement durable. Et c'est vraiment une personnalité à rencontrer. Donc, on va aller rencontrer Olivier à Paris, mais je peux vous assurer une chose, c'est que c'est vraiment un voyage à Madagascar qui vous attend dans ce reportage. Vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Et d'ailleurs, juste avant de retrouver Olivier à Paris en compagnie de Nathalie, on va vous laisser avec ces magnifiques images de Madagascar. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est un régal pour les yeux du début à la fin en fait. On n'arrête pas. C'est un vrai plaisir. Complètement. Voilà. On vous retrouve très vite. À tout de suite. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. On est vraiment ravis de t'accueillir sur Planète Altruiste. Tu as une action holistique comme ça que tu as mis en place qui nous a vraiment ravis et enchantés. C'est pourquoi nous t'invitons sur cette émission. Merci. Ce qui m'a marqué quelque part en suivant ton parcours, c'est cette détermination face à la misère. Je ne sais pas si c'est venu au fur et à mesure de tes voyages, ton parcours de globe-trotter justement à travers le monde. Et si c'est ça qui a fait que tu as mis en place une action, un projet vraiment de fond qui dure depuis plusieurs années, qui est la réserve expérimentale de Wuiman. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette réserve? Comment c'est venu en place? Qu'est-ce qui t'a motivé à mettre ça en place? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que vraiment, voilà? Un concours de circonstances, non, pas vraiment. C'est vraiment un cheminement. Parce que tu parlais de lutte contre la pauvreté, c'est plus de lutte contre les choses qu'on a l'impression qui sont les unes contre les autres. Développement et environnement, pauvreté et développement.
biodiversité. Donc c'est tout ça qu'il faut relier. Le parcours il a été long puisque j'ai commencé en fait à travailler en Afrique sur les crocodiles. Et les crocodiles, c'est des animaux qui de temps en temps mangent les hommes, mangent du bétail régulièrement. Et donc c'est pas facile d'avoir une vie commune avec les crocodiles pour les gens qui vivent dedans. Et j'ai travaillé dans les profondeurs de l'Afrique centrale, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, dans des endroits quand même très reculés. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut penser les choses différemment que celles d'un biologiste que j'étais à l'époque. Je travaillais pour le Muséum national d'histoire naturelle, envie de protéger ces animaux que le biologiste, c'est très important, je veux dire, dans l'écosystème. Et on se dit, mais finalement, ça passe pas aussi vite que ça, je veux dire, parce que quand des gens ils se font bouffer, on peut pas juste dire, il faut protéger ces animaux, je veux dire. Après, d'un autre côté, il m'est arrivé d'aller dans des endroits où je voyais statistiquement qu'il y avait des accidents, parce qu'il y avait des très gros crocodiles, et en posant les questions aux gens sur place, donc ça je me souviens bien, sur la rivière Likwala, dans le nord du Congo, je suis arrivé dans un village et j'ai demandé, voilà, est-ce qu'il y a des accidents, comment ça se passe? Et les gens ils me disent, non, il n'y a pas d'accident avec les crocodiles. Je me dis, c'est incroyable, c'est pas possible. Je veux dire, il y a des crocodiles énormes, il y avait des crocodiles de plus de 5 mètres de long, il y a des gens qui se baignent dans la rivière, qui vont pêcher. Je dis, c'est pas possible. Donc j'ai poursuivi l'enquête, je me suis arrêté dans le village, je me suis posé dans le village plusieurs jours pour essayer de comprendre. Et après, en parlant avec les gens, je reposais la même question, mais il n'y a vraiment pas de gens qui se font attaquer par les crocodiles? Les gens me disaient, non, il n'y a pas de gens qui se font attaquer par les crocodiles. Et après, en restant sur place, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des mauvais esprits. Comme partout dans les sociétés, il y a des mauvais esprits. Et en fait, il y a des accidents que nous, on verrait en tant qu'occidentaux entre un crocodile et un humain. Mais pour eux, c'était un mauvais esprit qui était rentré dans le corps d'un crocodile pour faire quelque chose à une personne qui avait, elle, certainement déjà fait du mal. Ce n'était pas le crocodile. Question de croyance et de culture sur place, alors. Exactement. Mais ce qui veut dire que, si vous voulez, que la nature est bonne par principe chez ces peuples-là. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre un animal dangereux. Ça n'existe pas. La nature, elle est là, elle est bonne. Donc ça, c'est des cheminements, je veux dire, qu'on fait dans la vie pour arriver à quelque chose. Après, j'ai travaillé beaucoup avec les autorités malgaches. J'ai eu la chance de diriger des équipes multidisciplinaires à l'époque. C'était la première fois que ça se faisait, qui incluait des anthropologues, des biologistes, des socio-économistes, des économistes de l'environnement. Et j'ai dirigé cette équipe d'une vingtaine de personnes, je veux dire avec un Américain très pointu, une Américaine, un Français et beaucoup de Malgaches, avec l'idée de dire qu'on devait faire des recommandations au gouvernement malgache communes. C'est-à-dire qu'on ne devait pas avoir le biologiste qui dit oh, « il ne faut pas couper la forêt parce que la forêt est importante », et puis l'anthropologue qui va dire « mais il faut respecter les traditions des Malgaches, je veux dire de base, comment ils ont évolué, etc. » On devait faire une proposition de stratégie commune, et c'est ce qu'on a fait. Jusqu'à aller, j'ai été invité à présenter ça à Washington, il y avait le bras droit d'Al Gore à l'époque, vice-président des États-Unis quand même, et tous les grands pontes de la conservation américaine qui voulaient faire beaucoup à Madagascar à l'époque. Mais quand j'étais là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de théories et des approches holistiques qui sont indispensables. Et c'est pour ça que Planète Altruiste, je trouve, c'est très intéressant ce que vous faites, parce que justement, on pourrait dire, le monde de demain, le 21e siècle, sera altruiste ou sera en guerre. Et donc ça, c'est quelque chose, il faut, si on veut préserver la planète, il faut travailler sur l'altruisme, il faut que les gens puissent refaire vivre cette partie d'eux-mêmes, je veux dire que tout le monde a en soi, je veux dire, qui est à faire. Et ces approches holistiques sont indispensables, je dirais, à avoir. Il faut qu'on s'occupe, encore une fois, de la pauvreté, de l'environnement. Ça ne peut pas être dissocié les uns des autres, mais ce n'est pas de la théorie. Et sauf que avoir des approches holistiques, les organisations sont toujours spécialisées. Il y en a qui sont plus biologie, il y en a qui sont plus urgence, il y en a qui sont plus développement agricole, etc.
Et je me suis rendu compte que personne n'arriverait à mettre en place ces approches holistiques parce qu'ils étaient trop spécialisés. Et donc c'est là que j'ai décidé de créer la réserve expérimentale, comme son nom l'indique, de Wuyman. Tout n'est pas fini, ça fait 15 ans qu'on travaille. Mais en tout cas, maintenant, on a une vision qui nous dit que c'est possible. Et on voit que cette vision-là, elle est possible à mettre en œuvre et elle est plus urgente que jamais. Il y a 15 ans, on pensait que les choses allaient s'améliorer parce que ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme sur la biodiversité qui disparaît, les forêts qui brûlent. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une vraie réaction planétaire, je l'espère, et j'espère que ça va porter ses fruits. Il y a 15 ans, c'était moins. On pensait que les choses allaient s'améliorer, que Madagascar allait être protégé, que le développement allait se faire. Maintenant, il y a urgence sur la planète et j'espère que cette réserve expérimentale va nous permettre maintenant de montrer que ce modèle d'approche holistique, il peut fonctionner et que c'est vraiment un modèle à suivre. Donc ce modèle concrètement, il consiste en quoi? Donc c'est une réserve expérimentale, c'est une forêt en fait, que tu as préservée ou que tu as su sauvegarder de quelque chose? Wuyman est une forêt qui est totalement extraordinaire. Elle est extrêmement riche en biodiversité. Il y a 70 espèces de grenouilles sur place. Il faut se dire que ça fait 5 km². L'Europe entière, c'est 290 000 km². Il y a 24 espèces. Donc c'est-à-dire pratiquement 3 fois moins que sur ce tout petit bout de l'autre. Donc c'est un truc phénoménal. Il y a 200 plantes médicinales sur ce site, dont certaines sont déjà exportées pour l'industrie pharmaceutique, je veux dire occidentale, on fait des médicaments. Et pourtant, cette forêt, elle est brûlée. J'ai décidé de la créer parce qu'il y a un biologiste suisse qui avait fait des inventaires des amphibiens sur place et qui disait « mais c'est terrible parce qu'en fait, dans 2 ans, cette forêt, elle aura disparu » parce qu'elle n'avait pas de statut de conservation. Donc je me suis dit, moi qui avais la prétention de dire « on doit pouvoir protéger la forêt » hors du système des aires protégées, puisque 70% de la biodiversité se trouve hors des aires protégées. Il faut la protéger aussi, cette biodiversité. Donc je me suis dit, voilà un bon exemple. Il y a un scientifique qui a dit que cette forêt va disparaître. Eh bien moi, je vais travailler avec les gens localement pour qu'on arrive à montrer qu'il avait tort et qu'on arrive à protéger cette forêt. C'est là que tout a démarré. Mais en regardant les problématiques, eh ben voilà, les gens, ils n'avaient pas accès à la santé. Il y avait moins de 30% des enfants qui étaient à l'école. Il y avait des ressources agricoles qui étaient nulles, puisque les gens ils faisaient de la culture sur brûlis, ce qui, dans une grande forêt amazonienne, ça marche. Je veux dire, on peut couper la forêt, on fait son abatis, ce qu'on appelle ça en Amérique du Sud, on va plus loin. À Madagascar, on appelle ça le tav, donc c'est-à-dire qu'on coupe la forêt, on brûle. Sauf que ça marche si on revient 15, 20 ans ou 25 ans plus tard, au mieux. Alors que là, ils sont tous les 3-4 ans, je veux dire, à couper la forêt ne pousse plus, la forêt est brûlée, le sol est détruit, et ça ne pousse plus. Donc ce n'est pas viable à long terme. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'une vision de biologiste qui veut protéger les lémuriens magnifiques qu'on a, etc. Il s'agit d'une vision humaine. Concrètement sur Wuyman, donc tu as fait appel à la population locale, qui elle-même se met en marche, ou s'est bougée justement, pour pouvoir sauvegarder son propre territoire. Donc en fait, tu as créé une synergie entre les scientifiques, la population locale et le matériel et les accessoires qui sont mis en place. Oui, ça prend du temps de mettre quelque chose en place. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que le gouvernement malgache interdisait la coupe des forêts, mais n'avait pas les moyens de le faire respecter. Avec une vision intègre, qui est celle de se dire ça ne marchera pas, les gens ils seront plus pauvres une fois qu'ils auront coupé la forêt. Donc ce qu'on a fait, c'est comme la zone n'était pas protégée, on a demandé au gouvernement malgache de nous donner une concession sur la forêt. C'est de dire, ok, voilà, vous n'avez pas les moyens de faire, moi je vais chercher des sous. Il faut des sous, il faut des gardes forestiers, il en faut, je veux dire, il faut du développement agricole, il faut de la transformation, il faut de la recherche. Donc on a cherché les moyens de le faire, et le gouvernement malgache nous a donné une concession de 25 ans renouvelable pour protéger cette forêt. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est là que la vision, elle était de voir travailler avec les gens. Donc au début, en fait, on s'est positionné en substitut de l'État pour faire respecter la politique de l'État.
Mais maintenant, la grosse problématique, c'est la pauvreté. Je veux dire, on ne peut pas dire à des gens ne coupe pas la forêt pour faire du charbon, alors que les gens, ils ont besoin de ça juste pour manger. Donc il a fallu trouver des ressources économiques d'abord pour ces gens. Donc au début, ça pouvait ressembler peut-être à quelque chose d'assez directif au début. Même si on a travaillé avec les gens, on a parlé avec les gens, puisqu'il a fallu trouver des moyens d'avoir des ressources. Donc j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches sur les huiles essentielles. Il y a un potentiel, il y a des plantes aromatiques qui sont fantastiques dans cette forêt et qui peuvent aussi être plantées à côté. On a travaillé là-dessus et on a commencé à développer ça, y compris de la transformation, fabriquer des huiles essentielles. C'est un processus qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait il date des Égyptiens. On a réussi à former des gens localement pour fabriquer ça. On a planté des arbres qui étaient des essences qui avaient de la valeur aromatique. Donc maintenant, il y a une dizaine d'années, on a planté un arbre qui s'appelle Ravinsar, en malgache, qui veut dire les bonnes feuilles. Ravine, les feuilles, tsar, bon. Et donc en fait, ces arbres produisent une huile essentielle qui est assez extraordinaire. Et les gens au début, quand je leur ai donné les arbres à planter, ils ont dit bon, ok, ben, on va planter. Olivier se démerde, il nous file des arbres, ça ne coûte pas cher, on a juste à faire un trou, on les met, on ne sait jamais. On a entendu parler vaguement de l'huile essentielle de Ravinsar. Maintenant, les gens, ils ont les arbres qui produisent des feuilles, ils vendent les feuilles à la distillerie qui produit des huiles essentielles. Le message, il est très simple, il n'y a pas besoin d'expliquer. Maintenant, c'est les gens eux-mêmes qui me disent « Ah, mince, si on avait su, on en aurait planté plus. » Et là, on a gagné. Donc on arrive, ça a pris 15 ans d'en arriver là. Maintenant, on a aussi des associations locales. On avait grossi au début très vite. Moi, je voyais ce qu'il fallait faire. Et c'est très compliqué, il faut chercher les sous, il faut faire. On avait jusqu'à 280, je crois, salariés. C'était un truc... Et maintenant, tous ces salariés sont passés au niveau d'associations locales, villageoises. Donc il y a une association locale qui gère l'écotourisme. C'est-à-dire qu'on a construit des infrastructures, mais c'est pour des bénéfices locaux. Les productions d'huile essentielle sont dans une association. Ce ne sont plus des employés de l'ONG, ce sont des employés de leur propre association. Ils sont autonomes en fait. Ils s'autonomisent, je veux dire. Donc il faut de l'accompagnement après. Mais donc maintenant, on en arrive à cette phase où les gens nous disent ben, on voit bien qu'on ne pourra plus continuer à couper la forêt, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Et ça change. Et aussi, il y a une implication des femmes qui est non négligeable. La société rurale malgache est assez patriarcale, même si les femmes ont un rôle à jouer quand il faut avoir quelque chose qui est présenté, etc. Ce sont les hommes qui sont là. La première réunion que j'ai faite dans Wuyiman pour présenter l'approche, j'avais une table, j'avais 30 personnes autour de la table, c'était tous des hommes qui étaient autour de la table. Maintenant, dans chacune des associations, il y a toujours une vice-présidente. C'est une femme qui est vice-présidente. Et ça, nous, on n'a vraiment rien fait. C'est eux qui ont commencé à faire émerger. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché à créer des revenus pour les femmes d'abord. Et c'est pour ça qu'on a ciblé la production des huiles essentielles plutôt que l'agriculture même, parce que les produits forestiers non ligneux, qu'on appelle, c'est-à-dire la collecte des plantes par exemple, c'est traditionnellement du travail de femmes. Et elles amenaient à l'alambic les feuilles. Et donc là, elles touchaient des sous pour ça.
Et quand une femme pauvre touche des sous, elle s'occupe avant de tous ses enfants. On dit en Afrique, un gars qui touche des sous, il va plutôt au bistrot d'abord. Donc c'était très important et ça a contribué à montrer que dans cette société-là, la femme avait un rôle très important à jouer qui devenait économique aussi. C'était plus juste la cuisinière dans la famille et celle qui s'occupe des enfants. Et donc ça a été très important. Et on voit que ces sociétés, tout en gardant leur culture traditionnelle, leurs attachements à leur tradition, arrivent à évoluer aussi. Et c'est ça qu'on veut avoir. Je suis Sarouy, collaboratrice d'Olivier Béra à Madagascar. Je connais Olivier depuis une dizaine d'années. Plus que des collaborateurs, on est devenus amis. C'est une personne que j'apprécie énormément pour sa patience dans le cas des projets, pour l'amour qu'il porte sur l'environnement, mais aussi sur le pays. Il est resté très attaché à Madagascar, très attaché aux populations. J'ai connu Olivier Béra grâce à notre ami en commun, Sarouy. Et depuis, on a travaillé ensemble. C'est un homme plein de bonnes idées, très dynamique. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son dévouement à la protection de l'environnement et au partage de ce qui est de la valeur humaine. Sur Wuiman, il y a les lémuriens qui étaient également en voie de disparition du fait que la forêt disparaissait. C'est un peu comme les koalas qui se nourrissent d'eucalyptus en Australie, qui sont aussi en voie de disparition à cause de la perte de la forêt. Donc avec Wuiman, vous avez réussi à sauvegarder aussi les différentes espèces de lémuriens. Oui, pour le moment, on a réussi parce qu'on a protégé la forêt. Et c'est un peu un symbole. Moi, je suis vraiment attiré par la biodiversité. Mais c'est vrai que c'est plus facile de parler d'espèces emblématiques. On travaille en Afrique sur les éléphants aussi. Mais là, sur Wuiman, c'est parce que la forêt a été préservée que les lémuriens sont encore là. Sachant qu'il y a un lémurien qui s'appelle le Babakout en malgache, je veux dire, qui est le fils de Kout. On dit. Donc il y a vraiment un lien sur le père de Kout. En tout cas, je veux dire, c'est un humain pour eux. C'est un cousin éloigné. C'est pas un animal comme un autre. On peut pas manger, je veux dire, un Babakout. Donc un Indri, qui sont ces grands lémuriens noirs et blancs. Là, on en a remis dans la forêt 2 qu'on a dû capturer à l'extérieur de la forêt, de l'autre côté de la rivière, parce que la forêt a été coupée partout. Donc, et ces animaux mangent des feuilles, ils ont quelque chose comme 160 espèces végétales à leur régime alimentaire, on ne peut pas les garder en captivité. Donc pour nous, c'est le symbole. C'est vrai qu'on a dû en reprendre à l'extérieur pour les remettre dans Wuiman. Heureusement, on a encore pas mal d'espace. Et ça, c'est un peu le symbole de se dire, voilà, cette forêt, elle est préservée, elle permet de préserver aussi des lémuriens qui sont magnifiques, mais c'est le haut de la chaîne en quelque sorte. C'est de se dire, si on arrive à ça, ça veut dire qu'on a préservé la base, qu'on a préservé cette base qui est aussi nécessaire aux humains. On parlait des huiles essentielles justement du Ravinsara qui a permis effectivement de faire évoluer une partie économique sur ce secteur-là, sur ton territoire. Est-ce que tu peux nous parler de la pervenche, la fleur de pervenche? La pervenche de Madagascar se trouve dans le sud malgache. Elle n'est pas à Wuiman. Non, mais la pervenche de Madagascar est une plante qui est très intéressante parce qu'elle est parlante. Je veux dire, c'est une plante qui a des racines qui sont pleines de principes actifs. Il y a 7 molécules qui ont été identifiées à l'heure actuelle par l'industrie pharmaceutique et qui sont utilisées dans les hôpitaux.
on soigne la leucémie infantile en particulier. Il y a pas mal d'autres cancers qui sont traités, mais en particulier la leucémie infantile, mais d'une façon phénoménale. Je veux dire, c'est quelque chose, avant les enfants, c'était 95% de chances de mourir quand un petit enfant avait de la leucémie. Maintenant, c'est 95% de chances de survie. Et toujours grâce à cette petite plante. L'industrie n'a pas réussi à synthétiser la molécule, je veux dire, de la pervenche de Madagascar. Et Madagascar continue à exporter des containers de racines qui sont traités en Italie, aux États-Unis, pour extraire les principes actifs qui vont sauver les enfants. Souvent, les femmes qui collectent ces racines n'ont même pas accès à l'eau courante, n'ont même pas accès à des soins, etc. Il y a des gens qui essayent de faire changer les choses, mais c'est très long. Et puis ça représente rien du tout. Madagascar touche $1 million par an, je veux dire, d'export de ces racines, alors que le marché mondial se coûte en centaines de millions de dollars. Et quand une maman a son bébé ou son enfant qui est guéri grâce à l'hôpital, je veux dire, en Occident, elle ne fait pas le lien avec la plante. Et c'est ça qui manque, c'est ça qui est à faire, je veux dire, c'est de se dire, mais vous vous rendez compte que cet enfant qui a été sauvé de la leucémie, c'est grâce à une petite plante qui pousse dans le sud malgache, avec une femme avec son bébé dans le dos, elle qui n'avait pas de quoi soigner son bébé, qui a arraché la plante pour soigner votre enfant ici. C'est là où on se dit, n'importe quelle maman qui verrait ça, elle se dit, oh, j'ai envie de faire quelque chose pour l'autre maman. Et c'est là où on a perdu le fil de la réalité de la planète. C'est de se dire... Cette interdépendance. Oui. Cette interdépendance, je veux dire, on arrive. Et les plantes, des huiles essentielles, plus les molécules sont complexes, et la vie est complexe, je veux dire, et plus souvent elles sont riches. La pervenche, c'est un bon exemple. C'est que la molécule, elle est tellement complexe que la chimie, avec tous les ingénieurs qu'on peut avoir, les chimistes, les physiciens qu'on peut avoir, on n'arrive pas à faire en laboratoire cette molécule de la pervenche. Si la pervenche disparaît, vous vous rendez compte, la valeur de la conservation de la pervenche, ben c'est ces 60 000 enfants qui sont sauvés tous les ans grâce à cette fleur. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas découvertes. J'ai travaillé sur une plante de l'Ouest malgache, parce qu'on a travaillé sur des huiles essentielles, le Ravensar qui était connu, il y a une plante malgache qui s'appelle Ravensara aromatica aussi. Et je me disais, il fallait sortir une nouvelle huile essentielle aussi pour voir, pour si on arrive à lancer quelque chose de nouveau sur le marché. Donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme plante. Madagascar, il y a 3 grandes plantes qui sont très connues. Il y a le Ravensar, donc la bonne feuille dans l'est malgache. Il y a le Catrafaille dans le sud et dans l'ouest malgache. Et dans le nord-ouest, il y a une plante qui s'appelle en malgache Mandravasart, qui a plusieurs interprétations du nom, mais en gros qui dit qu'il tient le mal éloigné. C'est une plante qui dit, ok, quand on la prend, on évite de s'empoisonner. Quand on va chez des gens dont on n'est pas sûr, on prend du Mandravasart. Quand on a des grippes, on prend... Le Mandravasart sert à tout, sert à soigner tout. Mais il faut se dire qu'il y a 2000 plantes médicinales à Madagascar. Donc si au cours des générations et des générations, les Malgaches de l'Ouest ont sélectionné cette plante-là, c'est pas pour rien. Donc je me suis dit, tiens, regardons si on n'arrive pas à en extraire une huile essentielle. On a travaillé dessus, on a eu une huile essentielle. Ensuite, on l'envoie au labo pour voir si cette huile, elle fonctionne. Et en général, on la teste contre différentes souches bactériennes pour voir si elle... J'ai reçu les résultats du labo. Et pour voir si ça marche, on met un plus, si ça marche un peu, plus, si ça marche bien, plus, si ça marche très bien. Je reçois les résultats du labo, j'ai des plus partout. Oh, j'ai dit, mince, là, ils ont exagéré, ils sont plantés. Je renvoie au labo pour analyser. On avait des plus partout. Donc les Malgaches, ils l'utilisent en décoction. Et ça marche très très bien, je veux dire, contre la grippe, contre les virus aussi. Donc, mais en fait, l'huile essentielle va fonctionner pareil. On a réussi à extraire ça. C'est une huile qu'on a appelée le Saro. J'ai 1000 noms. Maintenant, tout le monde utilise le nom Saro. Il y a plein de choses à dire sur ça, je veux dire, sur les droits de propriété intellectuelle et des choses comme ça. Mais on a créé cette huile. Après, on en a créé d'autres. J'ai créé le Yari, j'ai créé le Issa. Il y a plein de plantes qui peuvent être valorisées. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut dire, ces plantes, il faut arriver à ce que les gens en voient la valeur. Et c'est vrai que les transformer en huile pour leur donner accès au marché occidental, c'était quelque chose qu'il fallait faire.
sorti chez Yves Rocher des plantes en cosmétique, je veux dire qui sont des plantes malgaches, le Wu Foot, qui est la tisane que tous les malgaches utilisent en antioxydant. Et bien sûr, un antioxydant, c'est bon pour le corps à l'intérieur, c'est bon dans votre crème aussi. Donc on a fait ça. On a travaillé avec Chanel sur de gingembre. On a un gingembre très spécifique à Wuiman, où on a fait des études comparatives avec des gingembres africains, des gingembres asiatiques. Et on a trouvé qu'à Wuiman, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Quand vous allez sur des marchés, vous trouvez des très gros gingembres chinois comme ça. Mais il met le même temps à pousser que chez nous, un tout petit gingembre qui pousse dans le sol proche de la forêt. Et bien sûr, il est beaucoup plus concentré en principe actif. Tout ça, en fait, c'est de la logique de la terre qu'il faut arriver à avoir. Et avec les hommes, c'est pareil. C'est ce même relationnel. C'est compliqué. Les gens, surtout quand ils sont très pauvres, ils ont leurs priorités, ils ont leurs urgences. Il y a les urgences de santé, il y a les approches culturelles. Et tout ça, il faut arriver à en tenir compte. Et c'est ce qu'on essaie de faire sur la réserve de Wuiman. Une question, Olivier. Est-ce que si on apprenait dès l'école aux enfants à aimer la nature, est-ce que justement ça n'aiderait pas les gens à la respecter davantage, en tout cas dans le regard occidental? Parce que j'ai bien compris qu'à Madagascar, quand on est en survie, c'est pas toujours forcément évident. Mais c'est vrai que je travaillerais beaucoup sur les enfants. Avant, je me disais qu'il y avait urgence. Et encore une fois, peut-être on était trop prétentieux. On penserait qu'on allait résoudre les choses en 5-6 ans. Donc maintenant, je sais qu'il faut du temps. Effectivement, et il faudrait beaucoup plus travailler sur les enfants. Si ça marche, si on arrive à éviter le chaos planétaire, je veux dire, qui se prépare, je veux dire, il va falloir que tout le monde s'investisse. Mais si on arrive, ce sont nos enfants qui vont faire la différence, même les enfants qui vont maintenant aller à l'école. Donc il faut travailler dessus, que ce soit à Madagascar, pour les garder en contact avec leur tradition, qu'ils n'aient pas un cachet d'aspirine, mais qu'ils sachent aussi que ça vient d'une plante, d'une tisane locale. Et ici aussi, quand on est dans des villes comme Paris ou même comme Strasbourg, même si on est plus près de la nature, je veux dire, on est quand même loin. Souvent, les enfants, ils voient plus grand-chose. On va faire un petit tour à la montagne ou à la campagne une fois de temps en temps. Mais on a perdu ce contact qu'on avait dans les villages campagnards. Le côté urbain, oui. Et c'est très important. Et la nature, c'est pareil. Il faut la réapprendre au plus vite avec les enfants. Et donc, d'où la nécessité de prendre conscience que l'interdépendance est réellement là, c'est-à-dire par rapport à la collaboration. Et c'est ce qu'on a encore besoin de montrer, c'est montrer cette interdépendance à partir des plantes, justement, de réexpliquer aux Occidentaux, et on le voit maintenant, la chimie ne fait pas tout. 50% des médicaments contre le cancer qui ont été mis sur le marché depuis les 20 dernières années sont originaires de plantes. Ça veut dire qu'avec tous les ordinateurs qu'on a, qui ont fait toutes les molécules synthétiques possibles, on arrive au bout. Je veux dire, donc bien sûr, on a toujours besoin de la recherche et même de la synthèse. Mais en gros, on se rend compte maintenant qu'on a besoin de façon indispensable de ce qu'il y a dans la nature. Je veux dire, on a besoin de ça encore, donc on ne se dissocie plus. Donc effectivement, il faut recréer ce lien et se rendre compte que ce soit la planète, effectivement, on pensait depuis les années 50, l'homme avec sa technologie allait tout maîtriser, on se rend compte que c'est absolument impossible. La qualité que je préfère chez lui, c'est sans doute son énergie. Il va tout faire justement pour faire changer une situation qui lui semble complètement injuste ou pas éthique. Son parti pris depuis toujours, c'est de considérer que la conservation ne va pas sans le développement local et vice-versa.
On ne peut pas aider au développement de gens si on ne prend pas en compte la nature qui les entoure et si on ne la valorise pas. Et on ne peut pas conserver la nature et la biodiversité si on ne fait pas avec l'humain. Il est donc fondateur de l'ONG, donc il doit représenter, défendre, pour lequel il doit trouver des financements sans arrêt. Il est fondateur d'Elefas, qui est une marque de l'ONG. Il est fondateur d'NPI, qui est un programme de l'ONG, un programme de financement qui va aller s'appuyer sur les entreprises pour aller chercher des financements privés. Et puis à côté de ça, il a la casquette scientifique du développeur de filières qui connaît parfaitement les vertus des plantes médicinales et des plantes aromatiques et qui va aller sans arrêt étudier davantage encore les possibilités, les opportunités de valoriser telle ou telle plante. C'est un homme plein de rebondissements. On s'emmerde pas avec Olivier Bérat. C'est pas un altruiste au sens commun du terme. Il prend en considération les hommes dans une approche planétaire, environnementale, de futur, quoi. C'est un long-termiste. Il pense aux générations futures. Il pense aux générations futures. Ouais. Ton sentiment, Olivier, sur la situation actuelle de la planète? La situation sur la planète est un peu grave. Je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Il faut réaliser ce qu'on va avoir, ce qu'on peut avoir et ce qu'on va faire. Si on regarde au niveau climatique vraiment ce qui se passe, on commence à le voir, ces extrêmes. Ce qui fait réagir les gens, enfin, de dire, parce qu'ils voient physiquement la montée des eaux, les cyclones, les ouragans, les sécheresses, les inondations, je veux dire, qui vont faire. Tout ça va s'amplifier et va nous rendre la vie beaucoup plus difficile. Il y a aussi des choses qui se passent, c'est qu'avec les changements de température, vous avez des virus, des bactéries qui étaient un peu plus au sud, qui vont arriver à qui vont arriver à bien vivre ici, idem par rapport au nord, etc. Donc il y a des choses qui vont être gigantesques qui vont se passer. Maintenant, c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Le changement climatique, il est en route. Il y a déjà des changements qui vont se faire de toute façon. Par contre, si on continue, ça va être catastrophique. Et il faut qu'on se prépare maintenant à vivre humainement avec ça aussi. C'est-à-dire que si on va avoir 30, 60 millions de réfugiés climatiques au Bangladesh, on va faire quoi? On ne va pas tirer dessus. Donc il faut très très vite changer maintenant toute notre société pour se préparer. Il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble le plus vite possible, à partager beaucoup plus. Et j'espère que l'espèce humaine va se rendre compte très vite maintenant que le système de compétition, il marche quand il n'y a pas beaucoup de monde. Quand il y a trop de monde, c'est que le système collaboratif qui peut marcher. Le gros espoir qu'il y a, c'est qu'on le voit, il y a plein de jeunes. Nous, on en reçoit sur Wuiman, on a beaucoup d'étudiants en agronomie qui viennent, je veux dire, faire leur stage sur Wuiman, apprendre ce lien agriculture-forêt, de voir comment on peut gérer ça. Et je vois beaucoup de jeunes qui sont conscients de ça et qui n'ont plus envie de vivre comme leurs parents ou leurs grands-parents et qui se disent nous, on a envie de profiter de choses simples, on a envie d'avoir trouvé ces urbains. Je crois beaucoup en ça. Ce n'est pas tous, et donc il faut arriver à changer les autres aussi pour se dire il faut que le bonheur, tu vas le trouver en toi, tu vas le trouver dans tes relations avec les autres. Tu ne vas pas le trouver dans les achats compulsifs qu'on peut avoir. Bien sûr, quand on est déprimé, ça fait toujours du bien de s'acheter un petit truc. Mais soyons clairs, ça c'est du court terme. Ce n'est pas ce qui rend les gens heureux.
te lire une phrase et tu vas me dire ce que cela t'évoque. Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire. Absolument, tu ne peux pas dire je veux protéger la forêt et consommer comme un fou. Je vois tout le monde veut planter des arbres. Nous, 1 hectare de forêt malgache qui brûle, on a calculé pour protéger un hectare de forêt malgache, donc c'est-à-dire avoir des gardes forestiers qui sont des gardes villageois, hein, qui sont envoyer un minimum les enfants à l'école, avoir un centre de soins et développer un peu d'agriculture. Ça nous coûte 40 € par hectare. 40 €, c'est ce que ça coûte de planter une dizaine d'arbres en France. Je veux dire. Il faut qu'on ait aussi ce lien de se dire qu'on voyage beaucoup moins en avion, c'est indispensable. Il faut voyager quand c'est utile. Je veux dire, sinon on s'en sortira pareil. On s'en sortira pas si on est sur ce mode de vie. Mais de se dire, on a besoin de réaliser. Moi, quand je vois cette forêt malgache qui brûle pour rien du tout, pour rapporter 800 kilos de riz à quelqu'un. Je veux dire, 1 hectare avec ses animaux, ses plantes médicinales, son carbone qui vaut 10 fois plus que ça. Je veux dire. Et là, il faut qu'on se dise, il faut réagir très vite. Il y a des coins où en Amérique du Sud, pour le moment en Amazonie, il faut se battre. Il y a des gens qui se battent. Tu vois, j'ai Céline Cousteau qui a fait un film sur Wuliman il n'y a pas longtemps, qui se bat incroyablement pour des ethnies d'Amérique du Sud, en Amazonie, qu'elle a filmé pour les aider à défendre eux-mêmes leurs droits, eux-mêmes leurs forêts. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à lutter. Et à Madagascar, on peut faire des choses aussi pour protéger les forêts malgaches et ça ne coûte pas cher. Donc c'est aussi de démontrer des exemples et de se dire, voilà. C'est réalisable. Ne pas prêcher quelque chose et vivre son contraire, c'est de se dire, ok, eh ben, tu dis qu'il faut faire quelque chose, eh ben, il faut faire, il faut s'engager, il faut y aller, il faut faire. Je t'offre, Planète Altruiste, nous t'offrons le livre. Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire. C'est un ouvrage qui a été fait pour Planète Altruiste, en fait, rédigé en partie par Bruno Lallemand avec différents témoignages. Et bien moi, quand je vois ça, tu vois, je suis hyper confiant dans l'avenir parce que c'est ça, les messages qu'il faut passer, c'est de se dire, il faut que tout le monde se mobilise et tout le monde réagisse et de se dire, voilà, occupons-nous des autres, occupons-nous de la nature, c'est comme ça qu'on sera bien. Et il faut vraiment le faire, il ne faut pas juste le dire. Et le fait de se dire que si on s'occupe des autres et que les autres sont heureux, ça nous ramène à nous aussi, nous sommes heureux nous-mêmes. Absolument. Il y a un truc très simple, c'est quand tu marches dans la rue, tu regardes, si tu passes en face de quelqu'un qui fait la gueule, ben, tu ne vas rien faire. Si tu marches quelqu'un te sourit, tu vas sourire toujours. C'est aussi simple que ça. Et il faut prendre la vie comme ça, se dire, si toi tu donnes le sourire, eh ben, tu as 95% de chance de recevoir un sourire en échange. Si toi tu fais des bonnes choses, je veux dire, pour la planète, eh bien, la planète, elle va te redonner des bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Merci Olivier, vraiment, infiniment. Merci à Planète Altruiste. Et puis bravo pour ce que vous faites. Ok. Quel voyage! Magnifique. Franchement, extraordinaire. Un régal. J'espère que vous êtes régalés autant que nous sommes régalés. Alors, Olivier Berra, on vous laisse conclure vous-même, parce que c'est tellement riche, tellement superbe. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que des hommes comme Olivier Berra, avec des actions toutes différentes, et c'est ce que vous découvrez dans tous ces reportages qu'on fait pour vous, c'est tous des gens qui sont investis, qui ont décidé de faire partie de la solution, qui ont envie d'apporter quelque chose à ce monde qui effectivement est en grande souffrance. Notre planète souffre, vous le savez autant que nous. C'est pour ça que vous regardez certainement ces reportages. Et je trouve que ce sont des personnages qui sont extraordinairement inspirants. Parce que, voilà, ça me rappelle cette phrase de Coluche, quand il parlait des restaurants du cœur, il disait « tout le monde dit ce qu'il faut faire, ben nous on a décidé de le faire ». Eh bien Olivier Berra fait partie de ces gens comme Sébastien Heim qui ont décidé de faire quelque chose. Et pour nous, si on vous les présente, c'est pour qu'ils soient pour vous une source d'inspiration dans laquelle vous trouverez peut-être vos actions à mener, parce qu'on peut tous mener des actions, qui que nous soyons, où que nous soyons, et quoi que nous fassions, en fait on peut tous faire quelque chose. Mais ce que je trouve magnifique, comme tu dis, c'est que c'est des personnes qui agissent vraiment là où il y en a besoin. On l'a vu dans cette toute petite forêt de Madagascar, il y a une biodiversité incroyable. C'est extraordinaire. Et plutôt que, alors c'est bien de replanter des arbres aussi, mais moi ça m'a beaucoup marqué, c'est plutôt que de replanter ce qui a été détruit, préservons déjà ce qui existe. Et c'est tout simplement magnifique parce qu'il montre, et c'est ce que tu avais dit en tout début du reportage, et je trouve qu'il l'a illustré de manière magnifique,
on ne peut pas faire autrement que d'allier la nature, les hommes et l'économie, puisqu'il le montre bien avec les huiles essentielles, ça marche. On ne peut pas faire autrement et ce cercle vertueux, moi je vous en parle comme ça, je suis super enthousiaste parce que j'ai fait une formation de commerce et c'est exactement le genre de cas que j'aurais aimé apprendre en école de commerce. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera à tous, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour les hommes, la nature. Je trouve ça juste magnifique. Et on parle d'une économie durable, c'est ce qu'il a réussi à mettre en place. Parce que non seulement effectivement il s'agit de l'écologie, il s'agit d'une forêt, mais il y a également un tissu humain qu'il a mis en place. Il y a tout ce tissu d'entraide et de solidarité. Comme il en parle dans son interview, il y a le lien entre des femmes et des mères d'un continent à un autre. Et il nous démontre qu'il y a une vraie interdépendance entre les êtres humains, une interdépendance entre les êtres humains et la nature, et une interdépendance entre la forêt et les animaux. Et voilà, c'est juste une démonstration simple qui est faite et que je trouve absolument fascinante. Alors c'est vrai qu'on parle d'Olivier, mais Olivier c'est aussi toute une équipe dont on parlait, c'est l'ONG L'Homme et l'Environnement. Il y a également sa compagne Anne qui est très actrice, très présente aussi dans cette association. Donc il y a Olivier, mais il a su mettre autour de lui toute une équipe qui travaille en synergie aussi. Donc on n'est pas seul et on ne peut plus aujourd'hui se dire on est impuissant face à faire quelque chose, puisque la preuve en est, on peut construire, on peut faire. C'est d'autant plus une grande leçon pour nous, c'est que Madagascar est quand même un des pays les plus pauvres au monde. Donc quand on voit ce qu'ils sont capables de faire et de créer, alors que nous, avec toutes les richesses qu'on a, on a tellement de mal de faire changer les choses. Donc pour nous, c'est quand même une sacrée leçon. Donc vous voyez, même avec peu de moyens, avec même quasiment rien du tout, ils sont capables de faire des choses absolument fantastiques. C'est une grande aventure humaine. C'est une grande aventure humaine. C'est plein d'humanité et ça fait justement la transition sur le prochain reportage qui vous attend, qui est aussi plein d'humanité. Oui, on vous emmène sur un lieu insolite qui est une prison. On va en prison. Et là, vous allez voyager. Vous allez voyager. Mais dans l'émotion. Dans les émotions. Là aussi, c'est pareil, vous allez vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, on va juste terminer parce que je suis sûr que certains d'entre vous vous demandez ce que c'est. Alors, vous vous dites, c'est une coiffe chinoise. Eh bien non. En fait, c'est... Allez. Ça lui va très bien, hein. On l'imagine dans les rizières. Moi, je sais pas si on verra, mais voilà. Voilà. C'est ça. Alors, on a presque envie de fuir comme le schmilblick, vous savez. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, je suis allé au Burkina Faso en mission humanitaire. Oui. Et c'est une coiffe qui est d'un chef de village qui m'a été offert. Là, c'est pareil, c'est des personnes qui ont construit une école avec rien du tout pour scolariser des enfants. Vous voyez des gens qui n'ont strictement rien. D'ailleurs, il n'y avait rien, c'est vraiment des gens très pauvres, puisque le Burkina Faso fait partie aussi des pays les plus pauvres au monde. Et ils m'ont offert ce cadeau. Ça m'a vraiment touché parce que je sais qu'ils n'ont rien là-bas. Ils n'ont absolument rien. Donc pour nous, encore une fois, c'est vraiment plein de leçons. Et là, vous allez voir, je reviens sur ce que vous allez découvrir maintenant. C'est justement des gens qui reviennent de très loin. Et vraiment, ne loupez pas ce prochain reportage. On ne vous en dit pas plus. On se retrouve au prochain reportage. À très bientôt. À bientôt. À très vite.